G7, eh bien, le président français arrive pour tenir cette conférence de presse dans une bibliothèque municipale. Emmanuel Macron qui en profite aussi pour saluer un petit peu les gens. On va tenter de lui poser une question au président français qui arrive près de nous. Une reprise à Palerme pour voter pour vous. Merci, monsieur. Et je suis heureux de vous savoir à la tête de notre pays. Merci à vous. Merci beaucoup, en tout cas. Bonjour, monsieur le Président. Quel bilan vous broyé la main à Donald Trump. Sa main était blanche, vous avez quasiment coupé sa circulation sanguine. Non. Rassurez-vous, il en faut plus. C'est pas bien, hein? C'est pas correct. Et pas de question. Sonne en effet, mais vous marchez aux côtés du président Emmanuel Macron qui va entrer dans quelques minutes. Il réserve en même temps, Renaud Pilas, son allocution pour... Il réserve ses propos pour le point presse qu'il va tenir avec quelques questions. Mais on a eu quand même une petite question qu'on a entendue subrepticement sur la poignée de main qui a été énormément commentée entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et un journaliste lui a demandé si il n'avait pas eu une poignée de main trop forte. Et Emmanuel Macron de répondre non, il lui en faut plus, avec un léger sourire, mais très clairement, on voyait qu'Emmanuel Macron voulait réserver ses propos à sa conférence de presse et à son point presse qu'on va suivre dans quelques instants. Pour revenir d'un mot sur ce que disait Alison Tassin sur la différence de réaction entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, Angela Merkel ne met aucun gant pour dire qu'elle est furieuse quelque part du refus par Donald Trump de l'accord sur le climat. Elle parle de discussions pas satisfaisantes du tout, pas de point presse. Évidemment, Emmanuel Macron va être plus diplomatique. Qui va commencer. On l'écoute. Quelques mots donc à l'issue de ce G7 et de ce mini-sommet de l'OTAN que nous avons tenu la veille à Bruxelles pour faire le bilan de nos discussions, de nos échanges au-delà du communiqué qui a été tout à l'heure présenté par le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni. D'abord pour remercier justement l'Italie et mon homologue Paolo Gentiloni pour l'organisation de ce sommet et avoir permis la tenue de ces débats qui, je crois, étaient extrêmement importants. Et je veux ici replacer ce G7, ses conclusions et toutes les discussions que nous avons eues dans le cadre qui est le nôtre depuis plusieurs mois et les attentes légitimes. En effet, nous vivons depuis plusieurs mois dans un contexte de tensions croissantes où le terrorisme a une place qui n'est pas démentie. Nous l'avons encore vécu récemment avec l'attentat de Manchester d'une part et l'attentat que l'Égypte a eu à subir hier, alors même que nous étions en train de discuter de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, parce que notre monde aussi vit la tentation d'une forme de fragilisation du multilatéralisme avec des régimes autoritaires qui sont de manière croissante tentés de ne plus suivre ces règles. Enfin, parce que plusieurs déclarations récentes avaient pu jeter un doute sur justement l'existence de nos structures multilatérales ou la solidarité collective. Et alors que, durant la campagne américaine, des déclarations assez fortes avaient été tenues sur la sortie de l'OTAN, la fin de l'OTAN ou des grands doutes sur le multilatéralisme, moi je veux voir ces 3 derniers jours comme la meilleure preuve qu'il existe toujours un multilatéralisme et que les grandes démocraties de ce monde, qui sont aussi des grandes puissances économiques, continuent à prendre leurs responsabilités. D'abord parce que lors du mini-sommet de l'OTAN, nous avons réitéré notre attachement collectif à cette organisation, à la solidarité transatlantique, ce qui, dans le contexte qui est le nôtre, n'a rien d'innocent, et a permis aussi de réaffirmer notre solidarité en associant l'OTAN au travail de la coalition, en particulier dans la zone irako-syrienne. Ensuite, ce débat du G7 et ses conclusions ont permis justement une discussion extrêmement constructive entre plusieurs dirigeants qui, pour la première fois, se rencontraient. C'était le cas pour ce qui me concerne, c'était aussi le cas pour Donald Trump. Et je pense que c'était important qu'on puisse échanger sur de nombreux points. Et nous avons pu voir sur l'essentiel les points de convergence. Et nous avons pu limiter, préciser le point de doute qui demeure sur le climat. Et je vais y revenir. Nos débats durant ce G7 ont permis donc d'avancer très clairement en matière de lutte contre le terrorisme. La France a été frappée ces dernières années par le terrorisme, et je le rappelais, le Royaume-Uni et l'Égypte durant ces derniers jours.
La discussion a été extrêmement riche sur ce sujet et a permis, pour la première fois dès hier, de, ensemble, signer un engagement commun qui permet d'avancer sur plusieurs fronts. Le premier, la lutte contre le terrorisme sur Internet. J'avais eu l'occasion, durant la campagne de l'élection présidentielle, de prendre des engagements clairs sur ce sujet. C'est cette même discussion que nous avons eue à Sète, et ce sont des engagements clairs que nous avons pris en la matière. Demander aux grandes entreprises de l'Internet et aux entreprises qui fournissent des services et la possibilité d'échanger des informations, eh bien, de réagir extrêmement rapidement pour lutter contre la propagande djihadiste. On le sait, ce sont les toutes premières heures, dans le cadre de diffusion de propagande djihadiste sur Internet, qui sont absolument décisives. C'est pourquoi nous avons donc collectivement pris cet engagement, mais pris aussi l'engagement de travailler collectivement dans le périmètre du G7 pour pouvoir justement renforcer les contraintes, inciter les opérateurs d'Internet à mieux coopérer avec nos services et également à agir plus promptement de leur propre initiative pour supprimer toutes les informations qui manipulent des individus ou les conduisent parfois aux pires extrémités. Ensuite, nous avons pris un engagement clair en matière de lutte contre le financement du terrorisme et de tous les trafics qui aident à financer le terrorisme. La France lutte activement dans la zone sahélo-saharienne contre ces trafics. Nous savons qu'il y a des trafics du même genre qui sévissent dans la zone libyenne et là aussi collectivement nous sommes mobilisés. Plus largement, nous avons réitéré, ou plutôt pour la première fois affirmé, un engagement collectif de lutter contre toutes les formes de trafic qui financent le terrorisme, mais aussi de poursuivre l'initiative américaine commencée lors du déplacement de M. Trump en Arabie saoudite pour demander à l'ensemble de nos partenaires du Golfe, du Moyen-Orient et du Proche-Orient de stopper tous les financements publics et privés à l'égard des groupements terroristes. Enfin, lutter contre le terrorisme, c'est également avoir un agenda volontariste en matière justement de développement, d'éducation, de santé publique. C'est d'ailleurs la nature de l'engagement que j'ai pris lorsque je me suis rendu la semaine dernière à Gao, au Mali, auprès du président Ibeka, en expliquant que l'engagement français s'articulait autour de deux logiques, la logique sécuritaire et la logique de développement, parce que bien souvent, les terroristes prospèrent sur la misère et sur le désespoir. La lutte contre le terrorisme, ce sont aussi quelques cas particuliers dont nous avons longuement discuté, et entre autres la Syrie, la Libye, la Corée du Nord. Sur la Syrie, nous sommes convenus collectivement qu'il était nécessaire que le G7 soit mieux impliqué dans les négociations de sortie de crise et la construction d'une solution politique durable et inclusive. La France jouera son rôle en la matière avec l'ensemble des pays qui étaient présents, et c'est d'ailleurs ce dont je parlerai également à M. Poutine lorsque je le verrai lundi à Paris. Je pense qu'il est indispensable que ceux qui sont aujourd'hui autour de la table sur le sujet syrien, à savoir la Turquie, l'Iran et la Russie, eh bien, prennent en compte non seulement les intérêts de l'ensemble des parties prenantes syriennes, mais également des États arabes et de toutes les puissances européennes et internationales qui ont eu à connaître soit des conséquences du terrorisme, soit des conséquences des migrations. Et donc sur ce sujet, il est absolument indispensable que nous puissions construire cette solution politique, en même temps que nous continuerons, dans le cadre de la coalition, à lutter avec beaucoup de vigueur contre tous les mouvements terroristes. L'engagement des 7 membres présents autour de la table a été complet en la matière. Sur la Libye, notre volonté, c'est de mieux articuler le travail de l'Union européenne et de l'Union africaine, de pouvoir justement rassembler l'ensemble, là aussi, des États de la région pour pouvoir aligner les positions et, en tout cas à court terme, de conforter l'autorité seule légitime de M. Sarraj pour justement limiter les conflits et réduire les zones d'instabilité. Enfin, sur la Corée du Nord, le G7 a réaffirmé sa volonté de condamner d'une part très fermement tous les essais ainsi que toutes les initiatives balistiques prises par la Corée du Nord. La France, d'ailleurs, continue à avoir une présence dans la région extrêmement vigilante en la matière, et nous avons en particulier rappelé notre plein soutien à l'égard du Japon. Les discussions de ce matin ont pu poursuivre le travail en matière justement de politique de développement et de solidarité à l'égard de l'Afrique. Nous avons eu, dans le
cadre d'une discussion élargie associant la BAD, l'Union africaine, également les institutions multilatérales compétentes et plusieurs États africains, discussion qui a permis de voir que la réalité des problèmes connus sur le terrain par les États africains suppose aussi un changement de méthode collectif. D'une part, la nécessité, au-delà des initiatives de sécurité dont je viens rapidement de reparler, d'avoir une vraie politique d'éducation, de développement d'infrastructures énergétiques, une vraie politique culturelle, une vraie politique de santé, avec les acteurs de terrain et en particulier les entreprises privées et la société civile. Mon souhait sera en tout cas, au-delà du travail indispensable que nous avons à faire sur les différentes régions, avec justement les États et les organisations régionales, d'accroître les liens avec la société civile et les acteurs privés, d'être intraitable en matière de lutte contre la corruption, mais de permettre aussi que les fondamentaux des différentes sociétés et des différents États dont nous parlons puissent continuer à se développer. La meilleure politique de lutte contre les migrations, et nous pourrons y revenir si vous le souhaitez dans les questions, c'est le développement de l'Afrique et c'est la capacité offerte aux différents pays africains qui ont d'ailleurs des défis extrêmement multiples de lutter contre ces défis et d'éviter une migration subie, cette route de la nécessité qui fait que des millions de personnes prennent aujourd'hui des risques, traversent parfois au péril de leur vie la Méditerranée pour pouvoir vivre dignement dans leur pays et les développer. Ce qui conduit naturellement à évoquer le sujet du climat, puisque durant cette discussion, Monsieur le Président Issoufou a pu d'ailleurs partager les défis de son pays et de la région et illustrer, si besoin était, combien le sujet climatique est un sujet de déstabilisation régionale. Le lac Tchad et le fait qu'il ait perdu 90% de sa surface durant les 20 dernières années suffit presque à lui seul à expliquer la crise de la région et les migrations subies. Ceci pour dire que ce G7 a permis de montrer, à qui pouvait en douter, que le climat n'est pas un sujet accessoire ou qui pourrait être réservé à d'autres. Nous avons eu une discussion longue, nourrie sur ce sujet, qui a mis en évidence, il faut bien le dire, des accords profonds entre 6 membres du G7 pour poursuivre l'application de l'accord de Paris, nos engagements clairs en la matière, pour des raisons évidentes. Le climat la transition climatique est une nécessité pour assurer la stabilité de nombreuses régions et parce que les principales victimes des déséquilibres climatiques, ce sont les États les plus pauvres ou les plus vulnérables. Ensuite, parce que dans nos sociétés, nous avons besoin aussi de changer les modes de production. Et enfin, parce que c'est un levier formidable de création d'innovation et d'emploi. Nous avons bien évidemment discuté avec notre partenaire américain de ce sujet qui avait fait l'objet de beaucoup de déclarations en la matière. Et je crois que les différents arguments qui ont été invoqués par les uns et les autres ont permis d'éviter que ce sommet du G7 ne vienne limiter les avancées de l'accord de Paris ou ne vienne mettre en lumière des désaccords trop profonds. Le président américain a eu l'occasion de dire qu'il prendrait dans les prochains jours ou les toutes prochaines semaines sa décision en la matière. Pour ma part, à la fois dans l'entretien bilatéral que j'ai eu avec lui comme autour de la table du G7, je lui ai dit combien, à mes yeux, il me semblait indispensable pour les équilibres internationaux, pour la réputation des États-Unis d'Amérique et pour les intérêts américains eux-mêmes, qu'il puisse confirmer ces accords, qu'il les conduise à son rythme, mais que les États-Unis restent pleinement engagés dans ce travail. J'ai, pour ma part, dans l'ensemble des discussions que j'ai eues avec le président des États-Unis d'Amérique, noté sa capacité d'écoute et sa volonté de progresser avec nous, et je crois que c'est l'un des vrais acquis de ce G7. Qui plus est, je vous invite à lire avec attention la déclaration finale qui, faisant référence au communiqué d'Iseshima et donc aux avancées faites lors du G7 de l'année dernière, permet d'avoir toutes les références pertinentes et le bon niveau d'ambition collective que nous avions atteint il y a un an. Enfin, le G7 a évidemment évoqué les sujets relatifs au commerce et à la croissance internationale, pour là aussi réaffirmer sans ambiguïté l'unité du G7 en matière de développement du commerce, dans un esprit d'ouverture, de multilatéralisme, de respect des règles de l'OMC, en particulier vis-à-vis de partenaires qui ne sont pas autour de cette table, mais qui parfois ne respectent pas les règles du commerce international. Et nous serons vigilants et intraitables en la matière, mais également en demandant donc à l'ensemble des partenaires un principe juste de réciprocité. C'est le sens de ce communiqué. Et sur le premier sujet, je regarde simplement d'où on vient. Il y a quelques semaines encore,
on pensait que les États-Unis allaient quitter le cadre des accords de Paris et qu'aucune discussion ne serait possible. C'était ce qu'on pouvait lire et ce qui avait été réitéré. Donc je considère qu'il y a eu un progrès et qu'il y a eu une vraie discussion et des vrais échanges. Et je pense d'ailleurs que les arguments qui ont été mis en lumière par les 6 autres États membres étaient extrêmement complémentaires et ont, je crois, en tout cas je l'espère profondément, permis à M. Trump de prendre conscience de l'importance de cet enjeu et de sa nécessité, y compris pour sa propre économie. Je pense que l'intérêt du G7 est complet et réel durant la période qui est la nôtre, pour les raisons que j'évoquais en début de mon propos. Le G7, ce sont des démocraties profondément attachées aux libertés individuelles et qui constituent des puissances économiques importantes et pour certaines également des puissances militaires attachées au multilatéralisme. C'est cela ce qui nous rassemble. Regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez d'autres puissances économiques, mais elles s'appuient sur des régimes autoritaires qui ne défendent pas la démocratie. Vous avez d'autres démocraties qui ne réussissent pas aussi bien que nous dans la mondialisation et sont soit en voie d'émergence, soit dans des situations plus difficiles. Donc le G7 reste un espace pertinent de partage de responsabilités et de valeurs. Et je pense qu'à cet égard, la discussion était importante et donc je ne veux pas, moi, rentrer dans une logique d'un 6+1 parce qu'on irait dans le sens d'une fragmentation des démocraties et des grandes puissances économiques, ce qui, je crois, ne va pas dans le sens de nos intérêts. Donc oui, il y a des désaccords qui s'expriment autour de la table. Il y en a eu un, en tout cas à ce stade, sur le climat. J'espère que nous continuerons à réduire cet écart. Ensuite, sur l'application de l'accord de Paris, c'est un sujet maintenant d'application. Il faut continuer à avancer. La France, d'ailleurs, va prendre toutes ses responsabilités en la matière, parce que moi, je crois que c'est non seulement indispensable pour les raisons que j'évoquais, mais c'est une formidable opportunité pour notre pays et notre continent. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui n'empêchera pas la France de continuer à repartir à l'initiative, de continuer à prendre des initiatives au niveau national et au niveau international. Enfin, ce qui me rend optimiste sur ce sujet, c'est que d'autres puissances ont décidé d'avoir un vrai leadership en la matière. Ce qui est d'ailleurs un argument que j'ai évoqué à M. Trump. La Chine, j'ai entendu comme vous, a pris ses responsabilités en matière climatique. Elle fait que si nous décidions de ne pas les prendre, notre responsabilité sur le plan moral, politique et économique serait immense. Donc je pense que ce serait une erreur. Voilà, c'était en tout cas ce premier G7. Donc tout n'était pas parfaitement aligné, mais tant mieux, parce que c'est ce qui fait qu'il y a aussi des débats. Mais je ne veux pas ici les surjouer ou en tout cas les rendre absolument définitifs. J'ai bon espoir qu'on continue à converger. Enfin, un tout dernier mot, les États-Unis étaient plus qu'alignés avec nous sur la lutte contre le terrorisme et nous avons eu là un texte très fort qui a montré aussi une vraie convergence entre les 7 États présents autour de la table. Bonjour, Monsieur le Président, Anne-Sylvaine Chassani pour le Financial Times. Donc le président Donald Trump va probablement prendre une décision dans une semaine, soit de se retirer complètement de l'accord de Paris, soit de renégocier à la baisse ses contributions. Quel est le scénario que vous préférez finalement? Parce que si finalement il reste et il négocie à la baisse ses contributions, est-ce que ça ne vaut pas mieux qu'il se retire complètement? Et puis une deuxième question plus anecdotique, c'est votre premier G7, et votre première grande séquence avec l'OTAN. Qu'est-ce que vous retenez comme moment mémorable? Peut-être la poignée de main extraordinaire, les poignées de main extraordinaires avec Donald Trump? Alors, sur le premier sujet, je ne ferai pas de spéculation sur la décision que prendra M. Trump, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon souhait, c'est qu'il reste pleinement dans l'accord de Paris. Les États-Unis ont des engagements financiers sur le fonds climat, comme nous en avons, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'expliquer à M. Trump que, rapportés à notre produit intérieur brut, nos engagements étaient même légèrement supérieurs à ceux des États-Unis. Et donc il n'est pas le seul à payer, ou il n'est pas celui qui paye le plus. Et il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté en la matière. Moi, je pense que M. Trump est quelqu'un qui est pragmatique, et donc j'ai bon espoir qu'il, ayant considéré les arguments évoqués par les uns et les autres, et l'intérêt même de son pays, il confirme son engagement. Après, il le confirmera à son rythme. Mais je pense que c'est un point extrêmement important. Ça ne nous empêchera pas, quoi qu'il en soit, nous, de continuer à avancer, pour toutes les raisons que j'évoquais. Parce que quiconque déciderait de ne pas aller au bout de ses responsabilités en matière climatique ne pourrait pas dignement aller ensuite expliquer qu'on doit apporter la sécurité dans la zone sahélo-saharienne, ne pourrait pas dignement aller tenir quelques conférences commerciales ou politiques que ce soit dans la zone Pacifique et expliquer aux Fidji
ou à d'autres îles que l'intérêt est ceci ou cela. Parce que le climat, c'est leur intérêt vital. Donc je pense que tout ça, il l'a bien touché du doigt lors de cette réunion. Le moment le plus fort pour moi de ces quelques jours a été la discussion d'hier après-midi, où précisément par son interactivité, par le fait que les 7 dirigeants sont autour de la table de manière extrêmement proche, parlant de tous les sujets avec une vraie confidentialité, nous avons pu partager nos vues, notre lecture de la situation mondiale, de nos intérêts réciproques. Et c'est un niveau d'intérêt et d'efficacité que j'ai trouvé vraiment inédit. Moi, je me félicite de l'absence de formalisme de ces réunions. Vous savez, il se trouve que dans des vies antérieures, il m'est arrivé de négocier des communiqués, voire de préparer des textes très longs, à peu près incompréhensibles par le commun des mortels. Les discussions, quand elles consistent à lire des papiers préparés par d'autres, n'ont que peu d'intérêt. Le grand intérêt de ces réunions, c'est que ce sont des réunions d'échange actif de conviction. Voilà ce que j'ai retenu, parce que je pense que c'est ça qui permet d'intégrer très profondément ensuite dans les décisions que nous prenons et sur le long cours, eh bien, les contraintes des autres, de mieux comprendre où sont les contraintes des autres et de construire une vraie action collective. On ne peut pas le faire sur tout, mais sur les sujets majeurs, de mieux comprendre les contraintes des partenaires et d'essayer d'avancer ensemble. Bonjour Monsieur le Président, Alain Barluet, Journal Le Figaro. Ici, en Sicile, on aurait pu s'attendre à un engagement très fort du G7 sur le problème des migrations, dont vous avez souligné à l'instant le caractère majeur. Tel n'a pas été le cas. Sincèrement, est-ce que vous n'êtes pas déçus? Expliquez-nous comment on a abouti à un résultat aussi limité, alors même que l'actualité libyenne, ces dernières heures encore, est venue nous rappeler l'urgence de se saisir de cette problématique. Merci. Vous savez, il y a des moments forts dans ces réunions internationales et des attentes. Le moment fort s'est joué sur la lutte contre le terrorisme et le climat. Vous connaissez parfaitement cette grammaire et c'est vrai que les discussions sur l'immigration n'ont d'ailleurs pas fait l'objet du tout de dissensus ou de désaccords entre nous, mais elle ne se réglera pas à coup de communiqué du G7. Elle se réglera comment? Qu'il s'agisse du sujet libyen comme de nombreux autres, le sujet sahélo-saharien que j'évoquais, comme d'ailleurs la crise syrienne. D'abord par une vraie politique de sécurité et de stabilisation des zones où les crises politiques font qu'il y a des afflux massifs de réfugiés. Parce que c'est la première réalité de nature politique, et on la règle en ayant une vraie politique de sécurité, une feuille de route diplomatique qui permet de construire la paix. Moi, je l'ai rappelé constamment, nous l'avons d'ailleurs dit, et ça a été l'objet de nos discussions autour de la table du G7. Nous avons un ennemi principal que sont les terroristes, mais un deuxième ennemi, les États faillis. Et la Libye est un très bon exemple des errements de la communauté internationale pour essayer parfois de régler les problèmes. Moi, je ne veux pas le répliquer dans quelque État que ce soit, et c'est d'ailleurs ma lecture de la crise syrienne. Nous avons besoin d'une stabilité étatique. Ça, c'est la première manière de lutter contre les crises migratoires subies. La deuxième, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement. Il n'y a pas de vraie lutte contre l'immigration, c'est un sujet de long terme, mais il a été abordé ce matin comme dans la déclaration. On n'a pas une lutte efficace, réelle, si on n'aide pas au développement sur le terrain des populations et les aider à rester où elles sont, à se développer, à s'enrichir, à vivre mieux. C'est une politique au long cours, avec des urgences diverses, mais la région tchadienne, ce que vit aujourd'hui la Somalie et l'Éthiopie, ce que vit la zone sahélo-saharienne, c'est aussi cela, la nécessité d'une vraie politique, soit de lutte contre le réchauffement climatique, soit de développement. Cela, nous avons pris des engagements clairs, nous continuerons à les avoir, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne en bilatéral. Et enfin, c'est d'avoir une autre politique migratoire. Et là-dessus, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est un sujet européen. Ce n'est un sujet ni pour le Japon, ni pour le Canada, ni pour les États-Unis, ce qui explique peut-être votre déception. C'est une responsabilité européenne. Par le passé, j'ai pris des positions très claires en soutien à l'égard de la chancelière, et je crois que collectivement d'ailleurs, nous n'avons pas été clairs, y compris l'Allemagne, lorsque l'Italie a eu à vivre Mare Nostrum et justement les premières conséquences des vagues migratoires. Nous devons gérer différemment notre migration, nos migrations. Et donc c'est pour cela que dans l'agenda de court terme que je défends et que j'ai partagé avec la chancelière, dans cette Europe qui protège,
il y a la volonté très claire d'avoir une autre politique migratoire, c'est-à-dire à côté d'un vrai volontarisme en matière de maintien de la sécurité, de lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement, eh bien, d'avoir une politique commune de la gestion de l'asile et d'avoir surtout une politique d'acceptation des migrations économiques ou des droits d'asile avec les pays tiers ou pays d'origine. C'est la seule chose qui permettra d'éviter à des millions de personnes de prendre tous les risques par la route des Balkans d'abord, puis par la route de la Méditerranée. Des centaines de milliers d'entre eux ne savent même pas s'ils auront à l'issue une procédure qui aboutira sur un résultat et la capacité à obtenir des papiers. C'est à la fois plus efficace et plus humain d'avoir cette gestion de notre politique migratoire. C'est en plus ce qui évitera de porter toute la charge sur les pays d'entrée, l'Italie et la Grèce en particulier. Et donc ça s'inscrit dans une réforme évidemment de Dublin, mais plus largement dans une politique qui me semble plus adaptée. Donc voilà, pour être très concret avec vous, ce volet-là, c'est avant tout un volet européen. Et je l'ai dit la semaine dernière quand je me suis rendu en Allemagne, je l'ai partagé avec la chancelière. Sur l'Union européenne et la zone euro, on a un agenda de moyen terme sur lequel je n'abandonne rien et sur lequel je veux travailler avec l'Allemagne, l'ensemble de nos partenaires et les institutions. Je me suis exprimé longuement sur celui-ci durant la campagne. Mais à court terme, je veux une Europe qui protège mieux, la réforme du travail détaché, la réciprocité commerciale, la lutte contre le dumping commercial et une vraie réforme de l'asile et la gestion avec les pays tiers. Dernière question. Bonjour Monsieur le Président, John Irish de l'agence Reuters. Le communiqué aujourd'hui appelle à des éventuelles nouvelles mesures à l'encontre de la Russie s'il n'y a pas d'évolution sur l'Ukraine. En vue de la visite du président Poutine à Paris lundi, est-ce que vous allez brandir cette perspective dans vos échanges? Et deuxièmement, sur le commerce, pensez-vous que cette déclaration indique que les États-Unis vont se conformer aux règles de l'OMC? Merci. Sur votre deuxième point, je ne saurais en douter. Les États-Unis sont une grande puissance économique internationale depuis longtemps dans l'Organisation mondiale du commerce et elle doit en respecter les règles comme chacun d'entre nous. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet et ce qu'on a d'ailleurs indiqué au-delà du respect des règles multilatérales, c'est un principe de réciprocité. Quand un État applique telle ou telle règle à des entreprises étrangères, eh bien l'État d'origine de cette entreprise est en droit d'appliquer les mêmes. Mais nous avons réitéré en effet notre volonté de nous conformer aux règles de l'OMC, ce qui me semble d'ailleurs assez évident. Le président Trump a une autre approche de la politique commerciale que son prédécesseur. Je crois que ça n'aura échappé à personne. S'il a dénoncé des accords régionaux, il n'a à aucun moment indiqué sa volonté de sortir du cadre multilatéral de l'OMC. Et donc c'est bien dans ce cadre que nous nous inscrivons tous. Et pour notre part, nous continuerons, pour le reste, à avancer avec ce principe de réciprocité qui nous permettra la lutte contre le dumping et donc la naïveté parfois indue. C'est, je pense, un élément extrêmement important. Et là-dessus, je ne veux pas non plus qu'il y ait de doute. Pardon, j'ai oublié votre premier point. Oui, sur la Russie. Écoutez, le communiqué du G7 a réaffirmé quels sont nos principes clairs et constants en la matière, ce que je partagerai d'ailleurs avec le président Poutine lundi. J'aurai un dialogue exigeant avec la Russie. Mais ça veut dire avoir malgré tout un dialogue. La Russie a en effet envahi l'Ukraine. Il y a un processus, le processus de Minsk, qui très clairement a indiqué la volonté d'une désescalade et d'encadrer la sortie de crise, avec des efforts de part et d'autre. Il y a ensuite des sanctions qui ont été prises et des contre-sanctions. Ce qui a été rappelé dans le communiqué du G7, c'est cette volonté de suivre le cours de ce processus et de n'accepter aucune forme d'exception ni aucun relâchement. Donc je me conformerai à ces principes parce que je les soutiens et je les ai constamment soutenus. Donc nous aurons cet échange. Pour autant, je considère qu'il est indispensable de parler avec la Russie parce qu'il y a nombre de sujets internationaux qui ne se régleront pas sans avoir un échange exigeant avec les Russes, et en particulier le sujet syrien. Je l'ai évoqué à la table du G7, je ne considère pas comme une victoire collective que sur la Syrie, où se sont organisés nombre d'attentats que nous avons subis, d'où sont partis nombre de crises migratoires que nous avons subies en Europe, aucun d'entre nous n'était en capacité d'être autour de la table. Vous aviez la Russie, l'Iran et la Turquie. C'est une défaite. Donc nous devons parler avec la Russie pour changer le cadre de sortie de la crise militaire en Syrie et pour construire
de manière beaucoup plus collective et intégrée, une solution politique inclusive. C'est cela dont je parlerai, mais sans aucune concession sur le sujet ukrainien. Sur ce point, d'ailleurs, je souhaite que nous puissions au plus vite, sous le format qu'on qualifie Normandie, avoir une discussion à 4 sur le sujet de l'Ukraine. Une dernière question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Aldo Cazzullo du Corriere della Sera. Je reviens sur le sujet Trump. Quelle impression personnelle vous a fait M. Trump? Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit « Vous étiez mon candidat, je n'ai jamais soutenu Marine Le Pen » C'est factuel qu'il ait dit ça. Il a d'ailleurs indiqué qu'il n'avait pas rencontré Madame Le Pen malgré son long séjour à la Trump Tower. Ce que chacun a pu constater durant la campagne. J'ai vu un dirigeant qui a des convictions fortes sur nombre de sujets, dont je partage une partie, la lutte contre le terrorisme, la volonté de tenir notre rang dans le concert des nations, et avec lequel j'ai des désaccords que nous avons évoqués de manière très dépassionnée. Et j'ai vu quelqu'un qui est à l'écoute et qui a envie de travailler. C'est ça ce que je veux entendre. Je pense que pour M. Trump comme pour moi, c'était une première expérience. Je pense qu'il a vu l'intérêt de ces discussions multilatérales et qu'au réalisme volontariste qu'il a affiché durant sa campagne et dont il ne se départit pas, il va maintenant ajouter la prise en compte des intérêts de ses amis et de ses partenaires. Parce qu'on a besoin de volontarisme, j'en ai aussi beaucoup pour mon pays, mais notre indépendance se construit dans une interdépendance, qui est le concert des nations, et cette interdépendance, elle n'est pas neutre. Il y a des grandes nations avec lesquelles on partage des intérêts de valeurs et des intérêts économiques. Elles étaient autour de cette table. Donc j'ai trouvé quelqu'un d'ouvert avec la volonté de bien faire avec nous. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée.